donc cette notion de loyauté est polysémique. Elle est intéressante, mais on peut en dire des choses assez différentes et il faut les repérer. Alors, il y a une cohérence dans le modèle et ça, je trouve ça très, très intéressant. Je trouve que l'exemple... Ah oui, mais sauf que si je commence à discuter, je ne vais pas avoir le temps. Ça va pas. Non, ça sera pour le repas de midi. Les cerfs qui t'a fait des gros yeux, quoi. Comment? Les cerfs qui t'a fait des gros yeux. Non, j'ai le surmoi. C'est la transmission de pensée. Bon, alors, l'idée, c'est aussi parce que je voulais réarticuler la notion de loyauté avec la notion de greffe que moi j'appelle des greffes de loyauté en hommage justement à la personne de Minagi. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose. Je dirais plus, comme disaient les Dupont, c'est que les grèves actuelles sont basées sur des attentes de loyauté de la part des employeurs. Les grèves actuelles. Les grèves. Moi, je ne parlais pas de la SNCF. Je parlais des greffes comme des greffes de cœur. Des greffes. On a parlé de prothèses. Là, moi, je parle plutôt de greffes. Pour moi, effectivement, cette rencontre-là, cette rencontre entre ces deux organisations, la famille, la communauté et l'autre organisation, en l'occurrence Daesh, entre les deux, il y a une greffe réciproque. Et cette greffe réciproque, elle correspond justement à une greffe de loyauté, mais avec justement des paradoxes. Et je trouve que vous l'avez très bien illustré en reprenant l'exemple de notre collègue, en disant que justement, cette greffe réciproque, elle est intéressante de voir comment, en étant ce qui est détestable, vu par un parent, etc., il y a quelque chose qui renoue avec quelque chose de l'histoire et de l'héritage qui n'a pas pu être élaboré entre les grands-parents et le père, dans lequel le père lui-même est en difficulté de pouvoir gérer quelque chose de sa propre histoire. Et dans ce sens-là, la greffe est réparatrice à rebours sur 3 générations. C'est-à-dire, et ce qui est intéressant, c'est que elle est réparatrice. Et c'est pour ça que je voulais saluer votre explication, enfin votre commentaire. Elle est réparatrice, pas en étant à l'identique, c'est pas en redevenant un musulman, mais c'est en incorporant quelque chose de certains types de valeurs qui ont été les valeurs dans lesquelles finalement il reconnaissait quelque chose de l'ordre de la transmission de l'ancestral. C'est-à-dire qu'il devient effectivement l'héritier de quelque chose du don, du recevoir, etc., de ce point de vue-là. Et en devenant adhérent à cette idéologie, cet idéologisme-là, il est effectivement quelqu'un qui promeut quelque chose qui n'a pas pu être transmis de la génération des parents à lui-même. Et donc, finalement, il permet à son père de redevenir le petit-fils de son grand-père, le fils de son père, voire même le petit-fils de son grand-père, parce que c'est souvent, pas que sur 3 générations, c'est souvent beaucoup plus. Et ce qui est sûr, c'est que la notion de loyauté, elle n'est pas importante simplement pour l'autre, elle est importante pour soi. C'est-à-dire que ce qu'on évoque du côté de la loyauté, elle évoque l'inscription dans le lien. C'est parce que je suis l'arrière-petit-fils avec toutes ces histoires-là, et que je redeviens, à travers mon comportement, même s'il paraît paradoxal comme ça, que je deviens effectivement un Abu Daoud, quelqu'un qui a une dignité là où il y a eu à un moment donné dans la transmission une problématique d'attaque de la dignité. Et c'est alors l'histoire, c'est que ces greffes là,
qui sont aussi des greffes identitaires, parce que je me construis mon identité avec ça, ça risque d'être des remplissages de Danaïdes, c'est-à-dire des trous comme ça, et ça crée à ce moment-là des risques de dépendance respective. C'est là où la radicalisation a aussi à voir avec quelque chose des processus d'addiction. C'est-à-dire qu'effectivement, si je suis dépendant d'un lien, hein, de ce remaillage, effectivement, ça va être difficile de quitter. Ça va être, et je dis attention au sevrage de Daesh. Et ça pose ce qu'on appelle les rechutes. C'est pas des rechutes de maladies comme ça. C'est parce que ça a une fonction économique. Hein. C'est que c'est une fonction économique et que Daesh, comme un symptôme, a une fonction économique et il faut travailler aussi avec ça. Parce que c'est un remaillage de contenants troués et c'est là-dedans que se fait ce pacte-là que je passe très vite. Hein. Donc, voilà. Alors, ça, ce qui est important juste dans ce que j'ai passé, c'est que ça a une dimension d'inscription. Hein, c'est une dimension d'inscription. Je passe sur la théorie du complot, etc. Je voulais juste ne pas faire l'impasse sur l'autre côté, c'est-à-dire l'organisation Daesh. Ce qui est important, c'est que Daesh, l'État totalitaire, les familles incestueuses, la mafia, les organisations sectaires, les institutions incestuelles, elles ont toutes des modalités d'organisation qui font écho les unes aux autres. Elles sont toutes caractéristiques d'une attaque du lien de solidarité, attaquant le climat de méfiance réciproque avec cette spirale paranoïaque. Ça, je passe. C'est là-dessus que je vais insister. Elles se caractérisent toutes. Alors, c'est là où peut-être qu'il y aurait une discussion avec Jean-Claude. Hein? Ah, t'es d'accord? Parce qu'effectivement, ta classification pourrait laisser entendre que Daesh ne serait pas comme ça. Enfin, ou non, peut-être pas que Daesh, que les... Tu parles des points communs. Moi, je parle des points communs. Voilà, moi, je parle des différences. Voilà, exactement. Moi, je parle des points communs. Alors, les points communs... Excuse-moi, Pierre. Je pense que c'est mieux que vous montiez sur l'estrade, parce que ce que vous dites à Pierre, peut-être on ne l'entend pas derrière vous. Et je pense que le public tirait profit de vous entendre. D'accord. Bon. Alors, dans les points communs, rigidité des frontières entre l'extérieur et l'extérieur, entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est la rigidité. C'est la notion de le dehors et le danger. L'objet extérieur est persécuteur. Rigidité des règles internes, ça c'est fondamental, qui se substitue à la référence symbolique de la loi. La loi, c'est l'extérieur, c'est une menace et c'est dangereux. Tout doit être géré en intérieur par la règle. Différence fondamentale, la règle n'est pas la loi. Conspiration du silence, l'omerta, je prends volontairement ce terme attribué à la mafia, ça fait partie de la règle interne. Parler, c'est trahir le groupe. La théorie du complot est justement cette illustration de paranoïa. Organisation d'une indifférenciation de l'image du corps dans les organisations totalitaires, il faut penser que de la même manière qu'on va penser le corps familial, l'organisation d'un maillage, c'est aussi un corps. Alors évidemment, je passe très vite. C'est aussi un corps. Eh bien, ce corps-là, il a la particularité, un peu à la notion d'image du corps à la Dolto, d'être un ensemble massifié. Le mot massifié, il fait référence à la notion de massification totalitaire qu'évoque Hannah Arendt. Il y a une confusion, quand je dis massifié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différenciation entre le moi et le non-moi, et c'est très important. On est tous les mêmes à l'intérieur. On est indifférencié, c'est l'illusion qu'on parle des frères. On est tous des frères. Hein. Et ça, effectivement, c'est un élément très attracteur en même temps pour les gens qui se trouvent, on parlait en dimension de solitude, etc. Il y a une attaque de la différence sexuée. Il y a, parallèlement à ça, au niveau vertical, un auto-engendrement. C'est-à-dire que c'est vraiment, au lieu qu'on soit dans la différence du générationnel, il y a un lien d'affiliation qui devient tout est horizontal. Au niveau vertical, il y a
uniquement le seul père, c'est un usurpateur, c'est le gourou, c'est le calife, c'est le petit père des peuples, c'est une position qui se substitue à la dimension du père. Et là, on est dans une dimension d'un néomythe originaire d'auto-engendrement. C'est ces différents pseudo-pères qui usurpent la position du nom du père. Et ça, c'est commun dans toutes ces organisations. Ce qui est commun, c'est que puisqu'il n'y a pas de père, il n'y a pas de filiation, à ce moment-là, tous les enfants, ça devient les pères de l'usurpateur. Ça devient bon, pour aller vite là, les enfants du califat. Ça devient les lionceaux du califat. Ça devient, alors pour aller très vite, ça devient en analogie dans les Lebensborn, c'est-à-dire dans le monde nazi. Vous savez également qu'il y a eu tout un réseau d'organisations qui permettait de construire artificiellement des naissances pour être les enfants d'Hitler. Enfin, Hitler en tant que mythe. Donc vous voyez que là, je suis en train de passer d'une dimension organisationnelle à toute une organisation mythique. Hein. Et c'est ça qui va être très important. Cette dimension-là, elle se traduit en même temps par une attaque de tout ce qui est organisateur symbolique de la filiation, en particulier ce qui est structurant la filiation, ce sont les rituels, parce que les rituels transmettent le mythe. Et donc l'attaque contre les rituels, c'est pas par hasard, les massacres des musées, au marteau-piqueur, etc. Tout ce qui nous a offusqués, on dirait qu'est-ce qu'il foutait. Non, c'est très cohérent. C'est très cohérent. C'est ce qu'on appelle le génocide archéologique. Il y a une défaillance des systèmes régulateurs, des systèmes des frontières des protections entre l'intime et le privé, avec un fantasme de corps commun, un fantasme de scène primitive originaire commune. On voit l'utilisation des femmes comme des femmes pour faire des enfants. Hein, je passe, vous avez tous entendu ça, hein, qui sont, c'est ce qu'on appelait les mafadas, hein, qui sont des mi-couvents, mi-prisons, réservés aux femmes seules pour faire des enfants. Les pères, ils sont que des géniteurs. Hein, donc, on attaque complètement cette dimension. C'est des gens, ils sont des guerriers. De toute façon, ils vont crever dans 6 mois. C'est pas important. Par contre, ce qui est important, c'est de faire, de créer, comme pour les jeunesses hitlériennes, un Reich pour 1000 ans. Parce qu'il y avait ce fantasme, effectivement, de créer Daesh pour 1000 ans. Et on voit ces récitations des petites filles déjà voilées, ces enfants qui font partie de la communauté, avec ce simulacre radical d'une attaque contre les mythes, contre les rituels, d'un néomythe du calife. Alors, le calife, c'est aussi une figure extraordinaire, c'est-à-dire qu'effectivement, là, l'analogie avec tous les autres néorites, parce que ça, hein, ce que je vous ai évoqué, c'est ce que je n'aurai pas le temps de vous développer, ça fait partie de l'attaque contre les rituels, attaque contre les mythes, attaque contre les rituels, avec une des manières d'attaquer contre les rituels, de faire des pseudo-rituels, qui sont, que j'appelle des déritualisations. Pourquoi des déritualisations? Parce que, à la différence de se fonder sur l'axe de l'affiliation, ça se fonde sur un mythe usurpé d'auto-engendrement, le mythe que le père, c'est Hitler, le père, c'est le calife. Hein. Et le calife lui-même, effectivement, Abou Bakr al-Baghdadi, il donne des alibis pour se présenter de façon mythique comme le petit-fils descendant de la lignée du prophète. Je n'ai pas le temps de vous détailler tout ça, mais on voit comment tout ça est structuré. C'est-à-dire qu'il y a toute une narrativité néomythique, c'est très important. Et la propagande est complètement structurée sur cette narrativité néomythique, qui permet justement de transmettre et d'embrigader et de faire que les gens entrent dans le pacte d'alliance, dans cette alliance néomythique. Donc c'est quelque chose qui fait référence aux deux niveaux d'organisation. Voilà, je passe très vite. Hein. Voilà, je passe très vite. Alors, comme je n'ai pas le temps de vous prendre mon deuxième PowerPoint, je vais le dire comme ça de vive voix. Ce que je voulais dire, c'est que
les personnes portent la honte acteurs de cette radicalisation, vous voyez que je condense les mots, qui vont se traduire en tant que par un comportement individuel. D'abord, ce qu'il y a en commun dans ce qu'on a dit jusqu'à présent, je crois à tous, c'est qu'on ne les pense pas de façon simplement comme des actes individuels, qu'on les pense comme des symptômes en rapport avec leur place, leur position, leur fonctionnement, dans l'organisation familiale. Qu'on l'appelle loyauté, qu'on l'appelle lien, etc., on est toujours or ça c'est très important pour penser à la fois la dimension de la prévention et pour penser le devenir. Hein. Or, il se trouve que jusqu'à présent, la majorité des prises en charge, elles sont en but, hein, et des structures qui travaillent directement les organisations familiales, elles sont plus en termes d'essayer d'éviter qu'on en aille mal, etc. Mais il y a peu de travail sur la dimension, la psychodynamique familiale dans ces constructions de ce symptôme-là. Parce qu'effectivement, si le clé en main Daesh est porté, c'est parce qu'il y a un besoin de clé en main. Hein, voilà, c'est qu'il y a un besoin et que si on ne travaille pas et la clé et la serrure et la manière dont ça se combine, effectivement, on passe à côté. Alors, une des manières de penser, c'est alors avant de passer au métacadre, c'est de penser le fait que justement, dans ce clé en main, à mon avis, c'est une erreur de croire qu'on est dans une dérive islamique. On n'est pas du tout dans l'islam. On est dans une musique d'islam, des trucs comme ça. On est dans de l'idéologisme d'islam. C'est-à-dire qu'on est dans un islam complètement mythique. Comme on est dans Daesh, le pays de Cham, comme c'est un pays complètement mythique. Ce n'est pas une réalité. C'est une construction. C'est une néoconstruction. Et ce que je voulais vous montrer, c'est à quel point, je dois avoir les papiers là-bas, merci, à quel point, en fait, les terroristes, à un moment donné, et je m'appuie en particulier, je n'aurai pas le temps de le lire, je vous dirai, je le dis de mémoire. C'est pas un ultra. Alors, à la différence de Fethi Ben Slama qu'on a cité, qui parle de surmusulman. Alors, en gros, Fethi dit le surmusulman, c'est dans l'histoire de l'islam, il y a une sorte de culpabilité à faire qu'il faut être encore le bon musulman. Là où il n'y avait pas, donc on devient plus calife que le calife. Hein, on devient un bon et au prix d'un sacrifice, d'un furieux désir de sacrifice. Là, il entre, et là je suis d'accord avec Jean-Claude, il entre dans une lecture, à mon avis, complètement étriquée, parce qu'il croit encore que si ils étaient en face de la vérité de l'islam, ils n'auraient pas besoin de ça. Et c'est tout le problème de est-ce qu'il faut travailler, est-ce que c'est les imams qui vont être les bons thérapeutes. Or, le problème, c'est qu'effectivement, comme on est dans toute autre chose qu'il y a une fonction économique, la croyance a une fonction économique, c'est une grève de croyance. Hein. C'est à ce moment-là, ce que j'appelle une néoconversion, c'est une conversion à un mythe. Donc si on n'a pas conscience qu'on travaille sur ces mythes, et que la question va se poser, comment travailler avec les mythes ? Et non pas comment travailler avec la réalité des croyances, la bonne croyance et la mauvaise croyance. Et là, c'est tout un autre travail, dont je n'ai pas le temps de vous détailler ça, mais ce que je vous dis, c'est qu'en fait, l'alternative à la clé en main par rapport à la serrure, c'est pas de l'enlever comme ça simplement. Parce que là, on est un peu comme en analogie dans les violences conjugales. Qui est-ce qui a travaillé ici dans des situations de violence conjugale ? Il y en a au moins un qui sait à quel point, eh bien, dans les bons cas, on arrive à ce qu'il y ait une distanciation, etc. Mais combien de fois on retrouve les personnes qui étaient elles-mêmes victimes de violences conjugales qui se retrouvent après, soit avec le même, soit avec un autre, le même en couleur. C'est-à-dire qui rejoue le même scénario. C'est-à-dire qui rejoue
le scénario de ce pacte pervers. Hein. Donc si on veut être en alternative à ce pacte pervers, il faut tenir compte des problématiques de la béance et il faut créer un métacadre d'étayage. Et ce métacadre, il suppose effectivement de penser, en gros, par rapport au trou, voilà, par rapport au trou, là, vous allez avoir ça et ça qui sont comme ça, et ça comme ça. Il s'agit de créer les conditions que ça puisse être accueilli par un métacadre, métacontenant qui puisse permettre de mettre au travail tout ça. Ça suppose effectivement des approches qui soient à la fois psychologiques, individuelles et groupales, mais le travail familial là ne suffit pas. Le travail doit être associé avec toute la clinique du lien social, avec la dimension en particulier du juridique, et de la même manière que dans l'inceste, vous aurez beau travailler tout ce que vous voulez, s'il n'y a pas un positionnement de la loi en parallèle, effectivement, votre travail psychothérapique, non seulement n'est pas efficace, mais il a des effets pervers, et ça je peux vous garantir. Tout l'intérêt, effectivement, de travailler comme ça, et une des dimensions de ce travail, c'est de soutenir ce travail-là, en particulier par des supervisions action recherche. Je vous remercie, je vais en rester là.